Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se poser une question, toute simple en apparence, mais au fond, c'est la question que tout le monde se pose. Ah oui, Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les gens qui réussissent et puis les autres? on pense tout de suite à l'intelligence, la chance, Les diplômes, oui, mais si la clé était ailleurs? c'est exactement le postulat de la source qu'on explore aujourd'hui. On s'est plongé dans des extraits de Comment parler à tout le monde de Lael Knowles. D'accord. Et l'idée, elle est assez audacieuse. Le succès, qu'il soit pro ou perso, dépendrait à 85% de notre capacité à communiquer. 85%. C'est énorme. C'est énorme. Et le livre, ce n'est pas de la théorie, hein. C'est vraiment une boîte à outils remplie de techniques très concrètes pour transformer nos interactions. Une boîte à outils. J'aime bien cette image. On va donc piocher dedans pour voir comment des choses qui semblent anodines, comme un sourire, un regard. Les premiers mots, Voilà. comment tout ça peut en fait complètement changer la donne. Et on va commencer par ce qui se passe avant même d'ouvrir la bouche, le langage du silence. Exactement. Le livre est formel là-dessus, hein. La première impression, c'est une affaire de secondes. L'auteur utilise une image que j'ai trouvée très forte. L'hologramme. Oui, l'hologramme. Un hologramme de nous qui s'imprime dans la mémoire de l'autre. Elle dit même, en citant un de ses profs, ta façon de bouger est ton autobiographie en mouvement. Ça met un peu la pression quand même. Carrément. Et c'est ce qu'elle appelle la communication subliminale. C'est-à-dire qu'avant même que notre cerveau ait le temps de formuler « bonjour », on a déjà échangé des milliers d'infos. Des milliers. Oui, la posture, le regard, la tension des muscles, tout parle pour nous. Et c'est pour ça que les techniques les plus puissantes, elles se jouent dans ces 10 premières secondes. Alors justement, la première technique m'a vraiment surprise. Parce qu'on nous dit tout le temps de sourire, c'est la base quoi. Bah oui, Et là, l'auteur dit de ne pas sourire tout de suite. Ça semble complètement contre-intuitif. ça l'est, mais c'est très très malin. C'est la technique du sourire transformé. L'idée, c'est de se méfier de ce sourire instantané automatique. Le sourire de vendeur. Voilà, celui qu'on dégaine comme un réflexe. Il peut paraître faux. Le livre raconte l'histoire de Mélissa, une PDG dont le père lui avait montré une étude Ah oui. qui disait que dans le monde des affaires, les femmes qui attendent une seconde ou deux avant de sourire sont perçues comme plus crédibles, plus intelligentes. Attends, ça veut dire qu'il faut marquer une pause, regarder la personne et seulement après laisser le sourire apparaître. C'est exactement ça. Il faut que le sourire ait l'air d'être une réaction à la personne qu'on a en face, pas un accessoire qu'on portait déjà en arrivant. D'accord, je vois. Du coup, ça lui donne une chaleur, une sincérité et un impact qui est décuplé. Le sourire devient un cadeau, pas juste une formalité. C'est subtil, ok. Après le sourire, il y a les yeux. Le livre les appelle des armes terribles, ce qui est assez intense comme formulation. Un peu, oui. On nous dit de tenir le regard, mais personnellement, j'ai toujours un peu peur que ça devienne gênant, voire un peu agressif. Et c'est précisément là qu'est le piège. Le livre cite une étude de Yale qui montre que cette perception change radicalement selon le genre. C'est-à-dire? Entre femmes, un regard intense peut renforcer l'intimité, alors qu'entre hommes, ça peut très vite être interprété comme un défi, une menace. Donc c'est un outil à double tranchant. Comment on trouve le juste milieu pour pas passer pour quelqu'un de bizarre ou d'arrogant? L'exemple de Sam dans le livre est parfait pour ça. C'est un commercial qui avait cette réputation d'être arrogant, justement. D'accord. Sur conseil de l'auteur, lors d'un déjeuner, il a juste prolongé son contact visuel avec le serveur de 2 secondes de plus que d'habitude. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Résultat, son patron, qui était à table, l'a trouvé soudainement plus sensible, plus profond. Ces 2 secondes ont suffi. Il faut juste oser tenir le contact un tout petit peu plus longtemps que ce qui nous semble confortable. C'est fascinant parce que ça se joue sur ce qu'on fait, mais aussi sur ce qu'on pense. Et ça m'amène à la troisième technique non verbale qui est peut-être ma préférée. Ah, je crois savoir laquelle. Entre vieilles connaissances. Oui, celle-là, elle est redoutable. Le principe est d'une simplicité, mais désarmante. Quand on s'apprête à rencontrer un inconnu, il suffit de s'imaginer qu'on retrouve un vieil ami. On ne va pas lui sauter au cou, bien sûr. Non, bien sûr. Mais cette simple pensée positive, ça déclenche une cascade de micro-réactions dans notre corps. Les sourcils qui se lèvent un peu, les muscles du visage qui se détendent, la posture qui s'ouvre. Précisément. Et la personne en face, elle perçoit inconsciemment toute cette chaleur, cette ouverture. Elle se sent immédiatement à l'aise, sans même savoir pourquoi. C'est l'effet Pygmalion. C'est une application directe, oui.
En agissant comme si on appréciait déjà la personne, on finit par l'apprécier pour de vrai. Et surtout, elle nous apprécie en retour. C'est presque magique. D'accord, donc on a géré le silence, la posture, le regard, super première impression non verbale, mais là arrive le moment de panique pour beaucoup de gens, il faut parler. Le fameux small talk. Exactement. Le livre explique que ce n'est pas juste du blabla inutile, n'est-ce pas? Loin de là, c'est une étape fondamentale. L'auteur, qui se décrit comme une grande timide à l'origine, raconte comment son premier petit ami, Denis, était un maître dans cet art. Hmm. Il savait la mettre à l'aise avec des banalités. Le secret, ce n'est pas d'avoir un vocabulaire de fou, mais de capter ce que le livre appelle la musique de la conversation. La musique de la conversation, c'est-à-dire? C'est l'humeur, le ton, l'énergie du moment. Et la première règle, c'est de s'accorder à l'humeur de l'autre. Avant même de penser à ce qu'on va dire, il faut observer. Est-ce que la personne est enjouée, pressée, mélancolique? Voilà. Il faut d'abord se mettre sur sa fréquence, ne serait-ce que pour la première phrase. J'adore l'exemple des membres de Mensa, le club des gens à haut QI, qui sont coincés dans un ascenseur. Ah, il est parfait celui-là. Quelqu'un dans l'ascenseur lance un « il est bien lent celui-là ». Une invitation claire à partager une petite plainte collective, quoi. Oui, un truc simple. Au lieu de répondre « s'éclairtuyer », les génies de Mensa se lancent dans des explications techniques sur les contrepoids, la mécanique des poulies. Oh non. Ils ont le bon vocabulaire, mais ils ratent complètement la musique. Ils créent de la distance au lieu de la connexion. C'est une erreur que j'ai dû faire 1000 fois. Une fois qu'on est sur la même longueur d'onde, comment on évite la question piège, celle qui tue la conversation? Et vous, que faites-vous dans la vie? Celle-là. La règle d'or du livre. Ne jamais donner une réponse en un seul mot. Pas de « je suis avocat, je suis comptable ». Il faut adapter sa réponse. Comme une sorte de mini bande-annonce de son métier. C'est ça, une bande-annonce personnalisée. L'avocat du livre, par exemple, quand il parle à une jeune mère, il ne va pas lui parler de droit des sociétés. Non, bien sûr. Il va lui dire « j'aide les gens dans des situations difficiles ». Par exemple, là, je défends une femme à qui on a refusé son congé maternité. Et s'il parle à un chef d'entreprise? Il change complètement de discours. Exactement. Il dira « j'aide les entreprises à naviguer des situations complexes ». Il cherche toujours un point de connexion. C'est vraiment malin. Et si malgré tout ça, la conversation s'essouffle? On a tous connu ce silence un peu gênant, où on cherche un sujet. Pour ça, il y a la technique du détective des mots. Il faut écouter très attentivement ce que dit l'autre et repérer un mot, même anodin, qui semble avoir une petite charge émotionnelle. Comme dans l'histoire de l'infirmière Nancy. Avec Madame Otis, la résidente très acariâtre. L'histoire est incroyable. Nancy essaie de parler du mauvais temps. Et Madame Otis répond sèchement « c'est bon pour les plantes ». Fin de la discussion. La plupart des gens auraient laissé tomber. Mais Nancy, elle s'est accrochée à ce seul mot, plante. Elle a juste demandé « ah, vous aimez les plantes ?» Et là, Et là, les vannes se sont ouvertes. Madame Otis s'est lancée dans un monologue passionné sur son jardin, son mari, sa vie. Ce seul mot était la clé. c'est fou comme un seul mot peut tout changer. Ça me fait penser que les gens les plus charismatiques qu'on connaît, en fait, ils parlent presque jamais d'eux. C'est exactement le secret. C'est la technique reine du livre Gaian, le projecteur. Le projecteur. Imagine qu'une conversation, c'est une scène de théâtre, avec un seul projecteur. Quand tu parles, il est sur toi. Les maîtres de la communication, eux, passent leur temps à orienter le projecteur sur leur interlocuteur. L'exemple de Louis dans le livre est frappant. Il séduit complètement son rendez-vous en ne parlant que d'elle. Oui, et à la fin de la soirée, elle se rend compte qu'elle ne sait quasiment rien de lui, mais elle le trouve absolument passionnant. C'est le paradoxe. C'est ça. En rendant l'autre intéressant, on devient soi-même intéressant à ses yeux. Les gens ne se souviennent pas de ce qu'on a dit, mais de comment ils se sont sentis. Et en braquant le projecteur sur eux, on leur donne le sentiment d'être fascinants. C'est un cadeau immense. Ok, donc là on a les bases pour plus paniquer en société. Mais le livre va plus loin. Il propose des techniques pour vraiment sortir du lot. Pour passer de bon communicant à maître. Oui, on monte d'un cran. Par exemple, un conseil qui semble tout bête, éviter les lieux communs. Têtu comme une mule, frais comme une rose. Voilà, ces trucs-là. Selon l'auteur, ça envoie un signal très clair, celui d'un esprit un peu paresseux, quelqu'un qui ne fait pas l'effort de trouver ses propres images. Les gens qui marquent les esprits ont leur propre langage, ils créent leur propre métaphore. C'est un signe de créativité. Et d'intelligence. Sur le sarcasme. On pense souvent que c'est une forme d'esprit, mais le livre dit que c'est un vrai tue-l'amour social. C'est plus que ça peut être un poison. Une plaisanterie faite aux dépens de quelqu'un, même si elle a l'air légère, elle n'est jamais vraiment drôle pour la personne qui est visée.
L'anecdote de la petite amie du directeur artistique est assez glaçante pour ça. Carrément. Lors d'un dîner chez le grand patron, elle fait une blague sur le fait que l'hôte a un peu trop bu. Un silence de mort s'installe. Oups. Et cette simple gaffe a eu des conséquences durables sur la carrière de son compagnon. La leçon est claire, une blague qui rabaisse quelqu'un, ce n'est jamais un bon calcul. Ça révèle plus une insécurité qu'un véritable esprit. Parlons des situations délicates d'un autre genre. Comment on gère les questions trop personnelles, indiscrètes, sans se braquer? Ah, pour ça, il y a une technique que je trouve géniale de simplicité. Le disque rayé. Le disque rayé. Ça consiste à préparer une phrase-réponse, neutre, et à la répéter, mot pour mot, avec le même ton, calme, autant de fois que nécessaire. Comme l'exemple de Barbara qui vient de divorcer? Exactement. Une collègue un peu trop curieuse lui demande ce qui s'est passé. Barbara répond calmement « Nous nous sommes séparés, mais c'est sans incidence sur la société. Et la collègue insiste, bien sûr. » Évidemment. Oui, mais pourquoi? Et Barbara répète avec le même calme. Nous nous sommes séparés, mais c'est sans incidence sur la société. À la troisième fois, n'importe qui comprend le message. La porte est fermée, mais de manière élégante. J'adore l'idée suivante, qui est une sorte de hack pour pouvoir parler de tout avec n'importe qui. La thérapie de l'éclectisme. C'est ça. L'idée, c'est d'essayer une nouvelle activité par mois, c'est bien ça? C'est ça, n'importe quoi. Un cours de poterie, une initiation au rafting, une expo de philatélie. Le livre affirme qu'une seule expérience, même courte, nous donne 80% du vocabulaire et des connaissances de base d'un domaine. Ça donne une crédibilité instantanée. On n'est pas un expert, mais on sait de quoi on parle. On peut poser les bonnes questions. Et ça marche aussi pour le jargon professionnel, j'imagine. Comment on fait pour avoir l'air crédible dans un milieu qu'on connaît pas du tout? C'est la dernière pièce du puzzle. Il ne s'agit pas de mentir, mais de montrer qu'on a fait un minimum de recherche. Le secret, c'est de connaître la première question que les initiés se posent entre eux. Ah, d'accord. Si on rencontre un artiste, au lieu de poser la question bateau du profane, vous exposez dans une galerie, on demande « Quelle technique vous utilisez ?» C'est la question qu'un autre artiste poserait. Précisément. Ça crée une connexion immédiate. On montre qu'on respecte son domaine, qu'on s'y intéresse. On passe du statut de touriste à celui d'interlocuteur crédible en une seule phrase. Quand on met tout ça bout à bout, ce qui est frappant, c'est que la communication, ce n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas inné, quoi. Non, C'est vraiment une compétence, une boîte à outils remplie de techniques qu'on peut apprendre et pratiquer. absolument. Et le fil rouge qui relie toutes ces techniques, des gestes du début jusqu'aux mots, c'est un changement de perspective. Arrêter de se concentrer sur soi pour se concentrer entièrement sur l'autre. C'est vrai. Le but n'est pas de paraître brillant, mais de faire en sorte que l'autre se sente brillant. Le vrai maître de la communication, c'est pas celui dont on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est éloquent ». Non. C'est celui dont on sort de la conversation en se disant « Waouh, je me suis senti vraiment intéressant et écouté ». Le charisme, selon cette approche, n'est pas un don. C'est le résultat d'une attention sincère. Pour conclure, il y a une image dans le livre qui m'est vraiment restée. L'auteur raconte qu'elle est sur une piste de ski de fond, très étroite. Mhm. Et elle voit arriver en face un skieur qui va beaucoup plus vite qu'elle, un expert. Par réflexe, elle se prépare à sortir du tracé pour le laisser passer. Mais c'est lui qui, avec une facilité déconcertante, sort de la trace, glisse dans la neige profonde et lui fait un signe de la tête en passant, sans même ralentir. Et c'est là qu'elle a une révélation. Elle réalise que la différence entre l'amateur et le pro, dans le ski comme dans la vie, ça se résume à deux attitudes. L'amateur, il pense « Oh attention, poussez-vous, c'est moi qui arrive ». Tandis que le vrai gagnant, celui qui a une maîtrise totale, il pense « Ah, vous voilà, ne vous souciez de rien, je vais vous faire de la place ». La question à méditer, elle est là en fait. Dans nos interactions, est-ce qu'on cherche à prendre de la place ou est-ce qu'on a assez confiance en nous pour en faire aux autres ?